L'Égypte antique resta un mystère pendant des siècles et pour cause. Il y a plus de 5000 ans, les Égyptiens de l'époque ont inventé non pas une, mais plusieurs écritures. L'écriture hiéroglyphique et l'écriture hiératique. C'est un gros bordel, mais on va revenir dessus. Le temps passant et les guerres se succédant, l'Égypte devient chrétienne et passe sous domination romaine. Les temples égyptiens ferment alors leurs portes au profit des églises catholiques et l'apprentissage des écritures sacrées fut abandonné. Ainsi, peu à peu, plus personne ne sut lire ces écritures. Tu l'auras peut-être compris, mais aujourd'hui nous allons parler de la résolution des mystères des hiéroglyphes, grâce à la célèbre pierre de Rosette. La pierre de Rosette est un fragment de stèle en granodiorite de plus d'1 mètre de haut gravé à la fin de l'Égypte antique. Il s'agit d'un décret promulgué à Memphis par un congrès de prêtres pour le pharaon qui régnait à cette époque, Ptolémée V, en 196 avant Jésus-Christ. Ce décret établit le culte divin du nouveau monarque. Il annonce également que Ptolémée V a fait don de grains et d'argent au temple égyptien, et qu'il a, durant sa 8e année de règne, endigué une crue du Nil très importante, afin d'aider les agriculteurs à avoir de bonnes récoltes. Il est question également de réduction d'impôts et de libération de prisonniers. En échange, l'anniversaire du pharaon et celui de son couronnement seront célébrés tous les ans, et Ptolémée V sera vénéré comme un dieu. Plutôt pas mal comme deal. Tu l'as compris, le soutien du clergé est donc essentiel pour pouvoir gouverner le peuple. Ce décret est écrit en 2 langues, mais 3 écritures. Il fut découvert en Égypte, dans la ville de Rosette, d'où son nom, le 15 juillet 1799 par l'armée française lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Cette ville située dans le delta du Nil avait un certain intérêt militaire pour le gouvernement français de l'époque. Ainsi, un fort y était tenu, le fort Julien. C'est dans cette forteresse que fut découverte la fameuse pierre. Elle avait été incorporée aux fondations de ce fort, à une époque où les temples antiques égyptiens étaient utilisés comme carrières, et leurs pierres étaient récupérées afin de construire de nouveaux bâtiments. Bref, Napoléon Bonaparte était en Égypte accompagné de nombreux scientifiques de son époque, venus découvrir les trésors archéologiques de ce pays. L'expédition scientifique était nommée Commission des sciences et des arts. Du coup, lorsque la stèle fut découverte, son potentiel sauta aux yeux. Mais pour quelle raison exactement? Je t'en ai parlé brièvement il y a quelques instants, mais cette pierre qui est un décret comporte en réalité 3 écritures différentes d'un même texte, écrit en 2 langues. Les 2 langues présentes sont le grec ancien et l'égyptien ancien, et les 3 écritures sont l'alphabet grec, l'égyptien démonique et l'égyptien hiéroglyphique. Je te le disais en intro, c'est un vrai bordel. C'est en ça que cette découverte fut si bouleversante, car jamais jusqu'à présent nous n'avions trouvé quelque chose nous permettant de déchiffrer les hiéroglyphes, écriture que plus personne ne pouvait lire depuis plus de 15 siècles. Tu l'as compris, c'est chose faite. Grâce au moulage et copie effectuée de la pierre, la première traduction du texte en grec est réalisée dès 1803. Ces copies circulent parmi les musées et les savants européens de l'époque, qui essaient tous de les décrypter. Beaucoup d'entre eux arrivèrent à un certain résultat comme Thomas Young ou Sylvestre de Sacy, mais avec encore beaucoup trop de manques ou d'erreurs de traduction. Il faudra attendre une vingtaine d'années supplémentaires pour que les hiéroglyphes soient finalement déchiffrés. Et c'est un Français qui y parviendra, Jean-François Champollion, en 1822. Il réussit cet exploit, tout d'abord en se rendant compte que la pierre de Rosette retranscrit le même texte dans plusieurs langues différentes, puis en imaginant un alphabet égyptien à partir des noms de souverains égyptiens. En se concentrant sur les cartouches, ces symboles hiéroglyphiques de forme allongée et fermés par un nœud, Champollion se rendit compte qu'il renfermait toujours le nom d'un pharaon. Il parvient d'abord à déchiffrer le cartouche de Ptolémée, présent sur la pierre de Rosette, puis celui de Cléopâtre, repéré sur un petit obélisque. Et très vite, tout s'enchaîne. Il continua avec le nom des empereurs romains qui était également gravé sur plusieurs monuments et agrandit son alphabet. A partir de là, il réussit à traduire la pierre de Rosette, composée de 486 mots grecs et de 1519 hiéroglyphes, et ainsi lever le voile sur le mystère qui entourait l'Égypte antique. Il annonça sa découverte dans une lettre en 1822 adressée à M. Dacier, linguiste érudit de son temps. Cette lettre est en fait une note de 8 pages où il explique tout son raisonnement. Il y explique que les hiéroglyphes peuvent être soit des idéogrammes, c'est-à-dire des signes exprimant une idée, soit des phonogrammes, des signes exprimant un son. Il démontre également que le démonique est une simplification du hiératique, lui-même simplification des hiéroglyphes. En effet, l'écriture hiéroglyphique était l'écriture sacrée gravée sur les murs des édifices, et le hiératique, plus simplifié, était l'écriture des scribes et des prêtres pour la correspondance de tous les jours. Sur les hiéroglyphes, il dira, je cite, « C'est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans un même mot. » S'il faut retenir quelque chose, retiens simplement que Jean-François Champollion a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes au début du 19e siècle, notamment grâce à la pierre de Rosette découverte en Égypte. Il est aujourd'hui souvent considéré comme le père de l'égyptologie moderne. Grâce à son travail, c'est 3000 ans de l'histoire de l'homme qui s'ouvrent à nous. Pour ceux que ça intéresse, il partit pour l'Égypte en 1828 et traduit énormément d'édifices. Les résultats de son voyage ont été publiés dans le livre Monuments de l'Égypte et de la Nubie.
Enfin, si vous souhaitez la voir en vrai, elle est exposée au British Museum à Londres. Cet épisode est maintenant terminé. On espère qu'il t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à donner ton avis et à poser des questions par commentaire, on y répondra avec plaisir. Nos réseaux sociaux sont en description, ainsi que toutes les sources qui ont servi pour l'écriture de cette vidéo. Et comme d'habitude, si le cœur t'en dit, abonne-toi, lâche un pouce bleu, on se retrouve très vite.